C'est vrai, il y a de la violence à Chicago, je ne le nie pas, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Attendez! Monsieur, attendez! Vous avez oublié votre cartable! En préambule, faites attention, la vidéo spoil à mort. Une surprise! Les Incorruptibles, pour les gens de mon âge, c'est d'abord et surtout une série télévisée chez Desilu avec Robert Stack dans le rôle de Elliot Ness, produite par Queen Martin et hyper violente pour l'époque. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Le fauteuil vide, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness. Une voix off ouvrait chaque épisode en nous expliquant les faits et hop, la guerre contre les mafieux à Chicago nous embarquait. En noir et blanc et extrêmement violente donc, il y avait son bon lot de cadavres par épisode. Ils étaient à la poursuite de Frank Nitti, Al Capone étant appréhendé dès le pilote. Al Capone, le plus notoire bandit qui suscitait la prohibition, fut transféré à la prison fédérale, condamné à purger une peine de 11 ans. Art Linson essaya donc de relancer le titre plusieurs fois et c'est via la Paramount et un contrat de 3 ans qui va réussir en étant ferme sur plusieurs points, un très bon scénariste, un très bon réalisateur. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Une descente. Ici? C'est lors d'un dîner donc dans Greenwich Village qui va proposer son idée à David Mamet, un déjà grand auteur de scénarii comme Le Facteur sonne toujours 2 fois de Bob Rafelson, Le Verdict de Sidney Lumet, Offa de Danny DeVito, Ronin de John Frankenheimer ou Hannibal de Ridley Scott. Tout le monde sait où l'agneau est planqué. Le problème n'est pas de la trouver. Le problème est qui a envie de contrarier Capone. Puis va réaliser lui-même et écrire des films comme Engrenage, Parrain d'un jour, La prisonnière espagnole, Spartan et plein d'autres. Si vous décidez de franchir cette porte, vous posez le pied dans un champ de mine. Et plus question de faire marche arrière. Il est lauréat d'un prix Pulitzer pour Glengarry Glen Ross, et ce qui a vraiment de marquant dans ce qu'a fait le grand David Mamet, dramaturge étonnant, c'est de réussir à installer dans l'histoire l'ironie qu'il faut pour faire comprendre que la police, lors de la prohibition, ne faisait qu'appliquer la loi, ce qui n'empêchait personne de se boire son petit whisky à la maison. Police fédérale, Tout le monde les mains en l'air! Que personne ne bouge! c'est une descente. Al Capone, du coup, lui, marque cette scission entre loi et les gens. Il est considéré comme la personne la plus influente de la ville, peut-être plus que le maire, célèbre, populaire et montrant en public une bonne humeur constante, l'icône d'une époque pour certains. Puisque vous êtes ou paraissez être en fait le véritable maire de Chicago, vous n'avez pas été tout simplement nommé à ce poste. On présente Capone, l'ennemi, puis Ness, le héros, son dilemme, travailler avec des gens en qui il ne peut avoir confiance, puis bien sûr la constitution du groupe, ceux du titre. Bon, serrez-vous. Voilà, très bien. Prêt? Souriez. Le scénario de David Mamet va être suivi à la lettre et est tiré du livre The Untouchables qui a été écrit par Elliot Ness, le vrai, Oscar Freire et Paul Robsky. Le film est le reflet de personnages forts, vivants, vibrants et mourants, mais pour la bonne cause. Police fédérale, arrêtez! Vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi Volstead! Le vrai Elliot Ness n'a pas 30 ans à l'époque lorsqu'il entame sa guerre et sa lutte contre le gangster nommé Al Capone. Il est entouré de flics qui soit n'y croient plus, soit sont déjà corrompus par la mafia. Au bout du rouleau, après de nombreux échecs, il va rencontrer un flic âgé, la tête sur les épaules, et qui à force de battre le bitume sait exactement quoi faire dans la ville sans en avoir les moyens. Malone, personnage inventé pour le film. On se calme, l'ami. Pourquoi tu trimbales un rigolo? Pourquoi t'as un revolver? Je fais partie de la brigade financière. L'homme va expliquer que pour combattre Capone, il n'y a qu'une seule façon. C'est Sean Connery, interprète donc de Malone, qui va suggérer que la décision de ce vieux flic de travailler avec Ness, interprété par Kevin Costner, se fasse dans une église. Si vous ouvrez les festivités avec des gens comme ça, monsieur Ness, vous devez vous préparer à aller encore plus loin. Parce qu'ils n'abandonneront pas la partie. Il prend un camp d'arrêt,
vous prenez un flingue. Il envoie un de vos hommes à l'hôpital, vous expédiez un des siens à la morgue. C'est ça la loi, et c'est comme ça à Chicago. Avec presque, j'ai envie de dire, seulement 25 millions de dollars de budget, ce qui était à l'époque une forte somme, mais quand on voit aujourd'hui les blockbusters à 280 millions pour faire de la merde, le film va rapporter plus de 186 millions au box-office, dont plus de 76 aux États-Unis, et va réaliser 2 459 000 entrées en France. Vous êtes de la brigade financière. Qu'est-ce que vous en savez? C'est moi qui vous l'ai dit. Vous connaissez un type qui s'en vanterait? Des costumes de Marilyn Van Straker, souvenez-vous, Le Dernier Samaritain, Rocketeer, Predator 2, Roadhouse, Pretty Woman, Piège de cristal, 48 heures ou La folle journée de Ferris Bueller, c'est elle qui habillait tout ce beau monde, et de Giorgio Armani, une photo de Stephen Ashburnham, qui travaillera sur La Foire des Ténèbres de Jack Clayton, Outsider et Rusty James de Francis Ford Coppola, et beaucoup de films de Brian De Palma, et enfin bien sûr, la note qu'il faut au-dessus, Ennio Morricone à la musique, qui ne feront qu'aider ce film à le rendre plus grand qu'il n'était déjà. N'oublions pas Patricia von Brandenstein, qui va rendre le film extrêmement luxueux avec ses décors hallucinants. Elle avait travaillé déjà sur Amadeus et nous rend toute l'élégance de l'époque. Le cinéaste va commencer son film par la mort d'un enfant, une innocente, qui va trouver une mallette laissée par Frank Nitti, le tueur de Capone, et en voulant la lui rendre, explose littéralement dans ses mains. Cet enfant restera d'ailleurs tout au long du film en nous par la cruauté de sa scène. Tais-toi, la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'image de l'enfant, que l'on retrouve d'ailleurs à la fin, lors de la fusillade dans l'escalier, mais dont la fin est beaucoup plus positive. De Palma cherche son idiotness et c'est Steven Spielberg qui va lui souffler le nom de Kevin Costner après avoir travaillé avec l'acteur sur l'épisode 5 de la saison 1 d'Histoire fantastique, The Mission, la mascotte en français. Excellent épisode sur un bombardier qui n'a pas de train d'atterrissage et c'est leur mascotte qui doit la dessiner pour qu'elle apparaisse. C'était un très très bon épisode. Il est pour De Palma l'American Boy, avec un côté assez Gary Cooper et complètement authentique dans son jeu, ce que Costner gardera toute sa vie. De déclaration? Oui, et d'impôt sur le revenu. Lors du festival de Deauville, De Palma va enchaîner les interviews en mode taciturne, répondant seulement par oui ou par non, comme son film, sec, grandiose, où il n'y a pas un plan en trop, pas une minute qui n'est pas nécessaire. Ses réponses sont donc pareilles. Vous savez ce que c'est un pacte de sang, monsieur Ness? Oui. Bon, parce que vous venez d'en signer un. Pour le réalisateur, les gens sont importants sur ce film, plus que sa caméra, c'est une première. Le ressenti et l'empathie, des personnages forts mais avec lui comme catalyseur. L'humanité de Ness et de ses compagnons est bien au centre du métrage. Mais je n'arriverai à rien, sauf si l'équipe gagne. De nombreuses scènes d'ailleurs vont rester en tête, le repas à la batte de baseball de Capone, la scène de western au Canada, l'hommage au cuirassé Potemkin d'Eisenstein avec les escaliers et la poussette, et la mort de deux incorruptibles filmés de façon viscérale, brutale, c'est une des pires façons à faire, comme leur combat. Un choc et un pari gagnant d'ailleurs, incorruptible, certes, invincible, non. Sans les autres, rien. Nom de Dieu. Pour De Palma, la scène de la frontière canadienne est importante afin de lui permettre de mettre en scène l'horizontalité en décor en contraste avec la verticalité de la ville de Chicago. De toute façon, faut bien mourir de quelque chose. Et puis qui peut aussi se vanter lors de cette scène de tuer son ennemi, de prendre son cadavre et de lui remettre une balle dans la tête pour faire parler un malfrat. 2, 3. La scène de l'escalier, donc, hommage au cuirassé Potemkin d'Eisenstein, fut tournée assez étonnamment par manque d'argent. En effet, elle fait partie des dernières scènes tournées et devait au départ inclure une poursuite entre les trains et les voies ferrées. Bien plus rythmée que ce que l'on a, certes, mais nous y avons gagné au change. Il est clair que oui, De Palma nous montre tout son talent par des plans et une intelligence de réalisation hors du commun. Brian De Palma est un réalisateur de toute manière hors du commun, culte absolu, on compte ses chefs-d'œuvre et l'on n'a pas assez de doigts. Reste que quand on le sait, un film comme Les Incorruptibles, il est facile de dire qu'à l'époque l'excitation était à son comble, plongée contre plongée, en parallèle sur le dominant et le dominé, le film est une ode à la technique cinématographique.
Grande salle d'un Gaumont aujourd'hui disparu, la vision du film aura explosé à la tronche et brûlé les rétines dès la première note de musique de Morricone, qui commence par un bruit de percussion qui reste en tête. La qualité du film est évidente, indéniable et on ne peut la contester. Les Incorruptibles est un film de cinéma, ce qui se fait de mieux. C'est beau, c'est vrai, c'est pur, comme une mécanique qui ne lâchera jamais. C'est aller au-delà de ce que les spectateurs attendent. Quel grand cinéaste. Et puis en regardant le film, on pense à John Ford, à Howard Hawks, et De Palma s'éloigne même d'Hitchcock, même si certains petits tics de réalisation, pour appuyer de la meilleure des façons ce qu'il raconte, ce que le grand Alfred savait si bien faire, restent quand même dans le film. C'est un film événement, aux acteurs habités et tellement juste que c'en est fou. Quand on voit le cinéma d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Ton copain l'Irlandais, il a crevé en couinant comme une truie. Quand on me relâchera, ça te fera des souvenirs. Quand il a couiné, ça ressemblait à ça! Kevin Costner va exploser avec ce film dans le rôle d'Elliot Ness. Il a quelques films à son actif et est révélé avec son rôle de jeune chien fou Jack dans Le Silverado de Laurence Kasdan. Costner dans Les Incorruptibles y est impeccable et montre qu'il est déjà la star mondiale qui va devenir, et ce film est considéré comme son premier vrai blockbuster. Tiens un peu salerie, ta fils de pute! De pute, du calme. Tu me parles comme ça pour mon fils? Suivront un nombre de films marquants, comme le thriller Sens unique de Roger Donaldson, la comédie romantique Duo à 3 sous fond de baseball, sport qui reviendra très souvent dans sa filmographie, de Ron Shelton, jusqu'au bout du rêve justement de Phil Alden Robinson, superbe, et encore sur le baseball, puis l'aboutissement de son travail en 1990 avec Danse avec les loups, le film qui réalise, produit et a le premier rôle, qui va remporter pas moins de 7 Oscars avec meilleur film et meilleur réalisateur pour Kevin. Vont suivre après ça le gars à la porte ouverte, c'est l'autoroute, des succès impressionnants dont Robin des Bois, un prince des voleurs de Kevin Reynolds, JFK d'Oliver Stone, Bodyguard de Mick Jackson, Un monde parfait bien sûr de Clint Eastwood, Wyatt Earp de Laurence Kasdan que j'adore, Waterworld de Kevin Reynolds à voir en version longue, Postman qui réalisera et se plantera malheureusement au box-office mais que j'aime aussi, et surtout le fabuleux Open Range réalisé par lui-même, un fabuleux western aux côtés de Robert Duvall, et enfin bien sûr Man of Steel dans le rôle de Papa Kent de Zack Snyder et la fabuleuse saga à la télévision de Taylor Sheridan, Yellowstone. Il prépare en ce moment même un western de 10 heures, 4 films de 2h30 chacun. Costner est en tournée assez souvent avec son groupe Modern West qui sortira 4 albums. Le rôle de Ness fut présenté à beaucoup d'acteurs, dont Tom Berenger, Jeff Bridges, Michael Douglas, Don Johnson, Mel Gibson, Harrison Ford, William Hurt, Jack Nicholson même ou Mickey Rourke qui refusèrent tous le rôle. Costner est doublé ici par Hervé Bellon. Il n'y a qu'un Rital pour faire un coup pareil. Sean Connery est comme d'habitude fabuleux en Malone. Oscar du meilleur second rôle est plus que mérité. Golden Globe et autres récompenses pour effectivement un retour en grâce qui avait commencé avec Le Nom de la Rose et Highlander l'année d'avant, dont j'ai parlé dans mes 2 vidéos. Amener un canif pour un duel au fusil. De Palma est lui-même allé chercher Sean Connery. Il n'aura pas de salaire pour le film, mais un pourcentage sur les recettes. Alors attention, gros spoil ici, mais je vous ai prévenu, la scène de la mort ultra violente, où on sent la souffrance, le malheur et la mort de Malone avec un Capone qui lui en même temps à l'opéra et jubile, c'est la perte du père, la perte du mentor, c'est dur à regarder et c'est réalisé de main de maître. Je chiale à chaque fois avec cette partition de Morricone empreinte de tristesse. On perd 2 incorruptibles, voilà c'est Malone, il nous manque terriblement dès leur mort dans tout le métrage. Il est assez rare quand même de ressentir cette empathie et d'être aussi impliqué sur des personnages. C'est le grand bien sûr Jean-Claude Michel, voix officielle de Sean Connery qui le double ici et qui sera sa voix la plus populaire. Alors, vous êtes prêts à aller jusqu'où?
Le premier choix pour jouer Malone fut Gene Hackman, mais c'est De Palma qui voulait Sean Connery. Je veux que ce fils de salope meure. Je le veux mort. Je le veux mort. Je m'en fous. Ma parole, je suis seul au monde. Robert De Niro donc va jouer Al Capone et absolument demandé aussi par Brian De Palma, mais ce dernier demande $1 million, ce que la production refuse. C'est Bob Hoskins qui va être engagé pour le rôle. De Palma lui continue d'insister auprès des producteurs qui vont finalement accepter et vont dédommager Bob Hoskins en lui payant son salaire, soit $200 000. Je veux que vous coinciez cette enflure là où il respire. Je veux que vous me trouviez cette lopette d'Eliotness. Et du coup, De Niro va s'impliquer comme jamais en partant carrément en Italie et va manger que des plats locaux, les plats du pays, et prendre 12 kilos en 5 semaines. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Je veux voir sa baraque en cendres. Je veux aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son cadavre. L'acteur refuse tout maquillage, se rase le front pour ressembler au bonhomme et va aller voir les tailleurs d'Al Capone pour qu'il lui fasse les costumes identiques à ceux qu'il avait à l'époque. Va te faire enculer, toi et ta famille. Me faire enculer. Il n'y a aucun doute que la performance de Robert De Niro est un sérieux plus au film, d'autant qu'il est à l'époque la seule star du film avec Sean Connery. Jack France, voix de Mel Gibson et donc de Niro d'habitude, fait encore ici sa voix de doublage. Allez, roulez direct au rez-de-chaussée, on s'arrête pas. Oscar Wallace, interprété par Charles Martin Smith, est l'incorruptible qui veut coincer Capone pour fraude fiscale. Le personnage est inventé pour le film. Dans la vraie vie, ce sera Frank G. Wilson. Mais ici, il ne restera pas comptable et trouvera le courage d'affronter les ennemis du groupe, arme à la main. Smith est connu dès 1973 avec le film de George Lucas, American Graffiti. Puis en 83, c'est un homme parmi les loups de Carole Ballard, un épisode d'X-Files, Contamination, et il va réaliser quelques films. L'acteur déjeunait dans un restaurant à Los Angeles, partant le lendemain pour réaliser son premier film Trick or Treat. De Palma et Linson, le producteur, sont à la table à côté, ils lui proposent le rôle et vont décaler certaines scènes de tournage pour que Smith, alors en plein montage de son film, puisse finir et jouer dans le film. Vincent Violette fait sa voix française. Pourquoi tu veux t'engager dans la police? Pour protéger les biens publics et les citoyens de la ville. J'ai pas de temps à perdre avec les conneries d'usage. Le quatrième incorruptible est le muscle, le tireur, George Stone, enrôlé dans une scène hilarante par Sean Connery, alors qu'il n'est qu'un débutant dans la police, donc non corrompu. George Stone, c'est comme ça que tu t'appelles? C'est quoi ton véritable nom? Né Giuseppe Petri, immigrant italien donc, dans la fusillade des escaliers de la gare, il saura montrer son savoir-faire et va assurer comme jamais. Andy Garcia va avoir le rôle, sortant juste du film de Al Ashby, 8 millions de façons de mourir aux côtés de Jeff Bridges. Giuseppe Petri. Gagné, je le savais. Il manquait que ça dans l'équipe, un rital menteur comme un arracheur de dents. Il va aussi enchaîner après ça sur des films comme Black Rain de Ridley Scott, Affaires privées de Mike Figgis, Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola, Dead Again de Kenneth Branagh, Héros malgré lui de Stephen Frears, Jennifer 8 de Bruce Robinson, Dernières heures à Denver de Gary Fleder, ou les Ocean 11, 12 et 13 de Steven Soderbergh. Ça vaut mieux que d'être une raclure irlandaise de merde. Ah, il me plaît. Le personnage est inventé aussi pour le film et il est doublé par Thierry Reguenot. Faut faire très attention à ce que rien de grave ne leur arrive. Alors Al Capone agit jamais seul, il a toujours des hommes de main, et pour son homme de main principal, c'est Frank Nitti. Il est habité et joué par Billy Drago, au physique impressionnant par son image viscérale de méchant, alors qu'il est dans la vie une sorte d'ambassadeur de la bonne humeur et des bars de Chicago où il y passe son temps avec l'équipe. Parce que je t'avertis, ils vont tout faire pour me... C'est par ce personnage que toute la colère et la cruauté d'Al Capone passent. On verra Drago dans le film Pad Rider de Clint Eastwood, Invasion USA de Joseph Zito et plein d'autres petits films. Il sera aussi bien sûr John Bly dans la série Briscoe County avec Bruce Campbell. Sa voix est de Philippe Pétieux. Tu vas leur faire bonne impression. Et en rôle féminin, en femme d'Eliot Ness, Patricia Clarkson, Madame Ness, donc dans le film. Premier film, elle y est impeccable en femme de flic qui essaie de garder la tête haute malgré les menaces qui pèsent sur sa famille. On la verra aux côtés de Clint Eastwood dans La Dernière Cible, dernier film de la saga Inspecteur Harry, Jumanji de Joe Johnson, La Ligne Verte de Frank Darabont, The Pledge de Sean Penn et les deux séries où elle fut remarquée, la courte série Murder One ainsi que Six Feet Under.
Non! Tenez, prenez-le. La musique donc est composée par Ennio Morricone, est-il besoin de le présenter? Compositeur dont le culte dépasse les frontières, connu de tous, il livre ici une partition fleuve. C'est sa première collaboration avec Brian De Palma qui va retrouver sur Outrage et Mission to Mars. Le compositeur sort de Mission de Roland Joffé et va nous donner un score tortueux et soutenu aux sonorités imprévisibles. La musique sera nommée aux Oscars en 88, mais c'est la musique du Dernier Empereur qui remportera la statuette. On pense à Peur sur la ville avec cette musique, où le maestro reprend sa façon de composer les thrillers. Piano et cordes nous emportent dans une symphonie héroïque où le triomphe de la justice se dégage pleinement, sans en oublier la mélancolie avec un saxophone pour la perte d'un ami, ou d'une tristesse, ou quand le combat devient inégal. Non! De même, dans la scène finale, la berceuse d'enfants qui accompagne la scène de l'escalier et tout son suspense reste absolu. C'est un pur moment de cinéma. Neuf versions de la scène finale, quand Costner part dans la rue, seront écrites. Morricone ne veut pas que le réalisateur choisisse la 7e version. Bien sûr, c'est ce qu'il fera. Le compositeur déclarera qu'il a sûrement eu raison. 2 versions vont sortir en CD, la première chez A&M, où les thèmes principaux s'y trouvent sur les 13 morceaux de l'album, puis un double CD chez La La Land Records va nous donner la version complète et une remasterisation de l'album d'origine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites donc, vous avez un mandat? Oui, j'ai un mandat, le voilà. Oh! Ennio Morricone, malheureusement, nous quittera en 2020 à l'âge de 91 ans. L'opéra auquel assiste Al Capone est Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo. L'extrait entendu est Vesti la Giuba. C'est le grand Elliot Comunes qui en parle aussi très bien dans son livre sur la musique de film. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'il ne faut jamais arrêter de se battre avant que l'adversaire soit KO. Quoi? 90 ans de cinéma sont concentrés dans ce film à l'époque, foi dans leur métier sur un seul film, que ce soit pour les héros et le réalisateur, virtuose dans sa technique, comme Ness, l'obsession de Ness d'arrêter Capone, morale par la relation entre deux hommes, Ness et Malone, et l'engagement de l'un envers l'autre. Un vrai film de gangster, comme dans l'âge d'or du cinéma. De 10 incorruptibles au départ, dans la vraie vie, on passe ici à 4 dans ce film, ce qui ne m'empêchera pas sans honte de lui donner comme note le chiffre d'origine, un 10 sur 6 bien senti, pour un film qui, dès le générique et ses ombres, on sait que l'on va avoir un film de gangster qui ne sera pas comme les autres, un film d'un homme contre un autre, un pugilat via des hommes de main et des incorruptibles, un vrai chef-d'œuvre de cinéma. Merci Monsieur De Palma. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas, il faut le savoir. Dites-le moi dans les commentaires, pouce haut, pouce bas. N'hésitez pas à vous abonner et à sonner la petite cloche comme d'habitude. A bientôt pour du lourd, bye bye. Mais qu'est-ce que vous allez faire? J'irai prendre un verre.